Bonjour et merci de votre écoute. Cette lecture est faite de deux anecdotes, de deux petites histoires assez souriantes, voire amusantes à mon sens. Je rappelle écrire régulièrement depuis 1978 pour mon seul journal jusqu'à cette idée prétentieuse, peut-être prétentieuse, d'en extraire quelques textes pour en faire une lecture depuis août 2022 sur YouTube. Ces textes n'auront jamais été de haute réflexion ou de bien profonde méditation, mais bien plutôt l'expression de situations ordinaires, sorte de commentaires sur la vie à qui je donnais et donne encore une place dans mes carnets qui, au fil des ans, 46 ans donc, se sont entassés sur des étagères où ils sont poussière. En reprendre quelques-uns pour les lire à voix haute, c'est en quelque sorte procéder à leur dépoussiérage salutaire. La première anecdote que je relate a été écrite le 25 juin 1985 au petit matin d'une nuit très particulière. Je lis. Réveillé en sursaut au milieu de la nuit, il était 2 heures, la porte a claqué. Des grondements, des grognements et autres reniflements ont envahi la pièce accompagnés d'une odeur fétide, fauve, très marquée. Assis d'un bond sur le lit ou ce qui m'en tient lieu, j'ai juste eu le temps, ou presque, d'apercevoir 4 masses sombres qui se suivaient, fébriles, sauvages, d'une immense énergie, renversant la chaise et piétinant mes vêtements, au passage, cognant ma couche, dispersant quelques conserves et répandant alentour un sac de pommes de terre. Un tour, 2 tours, 3 tours à ce régime, dans tout juste 20 mètres carrés, et voilà qu'elles disparaissent sans me laisser de carte de visite, à l'exception notable de quelques crottins et de l'odeur qui persiste encore au moment où j'écris ces lignes. Mais j'ai reconnu des sangliers en ces imprévisibles et intempestifs coureurs des bois, des sentes et des prés. Une mère et ses 3 petits marcassins. Je croise ici plusieurs habitants de cette forêt et les sangliers, les chevreuils et autres voisins à cornes, à bois et à sabots font bien régulièrement partie de ces rencontres. À distance cependant, même si certains s'approchent de mon logis. Tout récemment, m'étant assis sur un éboulis de rochers au beau milieu de la forêt, je me retourne, devinant une présence. Un chevreuil est là, un jeune, à l'évidence, splendide de force, d'énergie, d'immobilité, tellement silencieux. Il est sans crainte, je suis sans crainte. Il me hume, il me regarde, je le regarde, et puis, aussi rapide et silencieux qu'il est arrivé, il se retourne avec une telle grâce et une telle force perceptible et communicative que j'en suis saisi d'émotion. Un bref brame, il est déjà à poursuivre sa route en solitaire qu'il ne rencontre jamais sur ses chemins certains de ces hommes accompagnés de chiens prêts à en découdre et à rendre les services que leurs maîtres attendent et exigent d'eux.
Mais à l'intérieur de mon logis solitaire, je n'imaginais pas cette nuit une telle rencontre. Quelle stupéfaction, quel remue-ménage, c'est le cas de le dire. Il était pourtant simple pour eux, dans cette course nocturne, de pousser ma porte sans demander la permission, en l'absence de clé. Que venait-il faire ici? Certainement pas visiter un ermite de pacotille. Prestement, je suis allé sur le seuil. La clairière était silencieuse, imperturbable, comme en méditation et seulement baignée par la pleine lune éclairant tout. Sans aucun doute, mes visiteurs nocturnes étaient déjà loin, au cœur de la forêt, à courir les sentes et les combes. Demain, me suis-je dit, j'aurais à bloquer la porte. Mais au moment où j'écris ces lignes, il est probable que je n'en fasse rien. Ainsi, revenu de mes émotions, j'ai loué cet instant qui me voyait réveillé dans le silence profond de cette nuit très éclairée, un silence seulement percé par le ululement, le chuintement des rapaces nocturnes, chouettes et autres. Souvent, l'une d'elles se tient sur le faîte de mon appentis et j'aime être réveillé par son cri au beau milieu de la nuit. Petit enfant, ma mère me disait, et elle y croyait fermement, qu'entendre le cri de la chouette près d'une maison était annonciateur d'une mort. Ici, à les entendre presque toutes les nuits sur mon toit, c'est à un cimetière que ressemblerait mon environnement. Plus sérieusement, tout est si naturellement simple, vivant, ordonné, même le bazar de mes sangliers. Je suis si naturellement accordé à ce modeste logis, à la proximité de la source si généreuse, à la douceur des nuits en cette saison, à la fraîcheur dispensée aux habitants de cette forêt, aux arbres et à toutes les plantes. Et puis encore, l'esprit s'est immobilisé, est devenu absolument silencieux, sans aucune aspérité, comme transparent à tout. Il n'offrait aucune résistance, comme l'eau de la rivière épousant avec fluidité les obstacles de son cours. C'était une qualité d'être tout simplement, d'être là, d'être au monde. C'était une observation pure, épurée d'absolument tout l'encombrement habituel. Il n'y avait qu'une indescriptible immensité insaisissable par la pensée, impensable donc, le seuil d'un silence inégalé. Oui, quelque chose d'illimité comme un mouvement et un repos sans fin. Vous en étiez pénétré, vous n'en étiez pas séparé, vous en étiez une forme immergée. Je me suis étendu sur le lit, espérant n'avoir d'autre visite le reste de la nuit que celle du sommeil, et il est vite arrivé. Et ce matin, je suis à ce point frais et dispo que je me retrouve maintenant à informer mon journal de cette péripétie. Maintenant, comme pour le chevreuil, je souhaite à mes dynamiques et très toniques visiteurs qu'ils ne viennent jamais à croiser les chemins de ces hommes au fusil accompagnés de leurs chiens, serviles et bien malheureux auxiliaires de leur maître.
Je passe au second texte. Il a toujours pour cadre la petite bâtisse solitaire à l'orée d'une clairière dans ce coin de Chartreuse où je me suis souvent tenu dans l'Ermitage. Si j'ai écrit le texte précédent en juin 80, celui-ci l'a été en mai 2003. Il n'est pas si ancien que cela. Je lui ai donné pour titre Ne rien faire est mon occupation. J'en fais maintenant la lecture. La cheminée fumait. En me voyant assis près de la porte, les deux promeneurs ont vite compris que j'étais l'occupant des lieux plutôt qu'un passant faisant une halte. J'aperçois quelquefois des randonneurs sur le sentier, bordant la clairière sans qu'ils s'approchent de la bâtisse, l'ignorant certainement, et cela me va parfaitement. Mais ces deux-là, s'écartant du sentier, semblaient bien intrigués et curieux de voir quelqu'un seul en ce lieu retiré. Les salutations et banalités d'usage expédiées, ils se sont défaits de leur sac et, assis à même le sol, je n'ai qu'une chaise, la question attendue est arrivée. Vous êtes ermite? Ma réponse invariable est celle-ci. Peut-être, mais alors en toc. Et j'ai largement souri. Il faut dire que l'ermitage ne fait pas l'ermite. C'est même tout le contraire. Mais passons pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous faites? À quoi vous occupez-vous? Alors là, j'ai répondu très assuré par ma formule favorite, devenue presque un mantra, ne rien faire est mon occupation. Surpris, cette réponse pourtant très sérieuse ne leur a pas suffi. Ils ont voulu savoir, ils ont insisté, mais vous ne vous ennuyez jamais. En vérité, l'ennui est ce qui m'est le plus étranger lorsque je suis seul. Et s'il me vient, c'est souvent en société. Il m'arrive, par association d'idées, ce que rapporte un auteur dans son bel ouvrage « Dans le secret des ermites d'aujourd'hui ». Une visiteuse, une dame très comme il faut, selon les termes de l'un de ces ermites que cet auteur rencontre dans son enquête, un ermite bien connu, un peu trop à mon sens. Cette dame donc visite ce solitaire. Elle s'étonne de tout, de l'exiguïté du logis, seulement 6 mètres carrés, de son relatif inconfort, pour elle du moins, mais surtout de son absence de toilette. C'est le cas dans nombre d'ermitages et le mien actuellement. Et vous n'avez pas de WC? L'ermite, bien connu pour son côté provocateur, son langage châtié, parfois même ses gauloiseries, répond à cette question malvenue en la circonstance. Chère madame, il n'est pas nécessaire. Quand je suis seul, j'ai personne pour me faire. Je vous laisse compléter, vous qui m'entendez. Sous le choc et hautement scandalisée, on le saurait à moins, la dame est repartie sans délai et elle n'est plus jamais revenue, m'a-t-on dit. L'ermite, qui se déclare volontiers grossier, nous le confirmons ici, a certainement fermé sa porte
sur un grand éclat de rire, je l'imagine aisément. Pour ma part, cette réponse me réjouit au plus haut point, et à tel point que je pourrais la reprendre à mon compte, certes de façon beaucoup plus polissée, car je le vois souvent à l'œuvre chez moi, lorsque je me trouve à plusieurs. Mais contrairement à la très belle et très grande âme qu'est cette ermite facétieuse, la facétie incarnée, je ne dis mot, j'attends que ça passe. Oui, ne rien faire est une occupation. C'est peut-être même la plus laborieuse qui soit. Il ne s'agit pas là d'un repos salutaire, récupérateur et moins encore d'oisiveté ou de paresse. Mais plutôt s'agit-il d'un état vigilant, d'une ouverture, d'une présence sans mesure, sans contour, inconditionnelle à tout ce qui est au moment où c'est. Le Bouddha, en méditation, l'illustre à mon sens. Sans agir, il n'est pourtant pas sans rien faire. Ainsi n'est-on jamais distrait. En cette non-distraction se trouve l'occupation. Saint Bruno, de son Ermitage de Calabre, écrivait « Là, on s'adonne à un loisir bien rempli et l'on s'immobilise en une action tranquille. » Ce loisir bien rempli, cette action tranquille, pourrait bien être comme un parfum. Le parfum de la contemplation, le parfum de la méditation. En elle, par elle, avec elle, jamais d'ennui. L'occupation profonde se trouve alors dans le plus intime de l'intime de soi-même, en soi, autour de soi. C'est une manière d'être là, de voir, d'agir dans les petites choses comme dans les grandes, des plus ordinaires, des plus triviales aux plus sophistiquées. Ici, l'oiseau près de la porte à attendre des miettes, le clapotis de la source, le vieil arbre mort couvert de mousse et de lichen, tout le foisonnement de la prairie en la saison, la flamme qui dévore la bûche du poêle, qui chasse l'humidité de la pièce, l'eau prête pour le thé, et puis couper du bois, monter, marcher dans la forêt, se chauffer au soleil, écrire ces quelques lignes, voir, agir, se contenter d'être, tout présent, tout tranquille, ce qui n'exclut en rien les mouvements inévitables de l'activité de la pensée et toutes les autres agitations ou motions intérieures qui, loin d'être des obstacles, sont des auxiliaires précieux sur notre chemin si nous apprenons, si nous nous exerçons à nous en faire des alliés, non des ennemis à éliminer. Elle nous enseigne que le maître spirituel véritable, c'est l'immédiat moment tel qu'il est. Et la réponse donnée au défi de chaque instant, ici, maintenant, immédiatement là, c'est ce qui fait l'élève, ou si l'on veut, le disciple. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, la simplicité paraît bien moins séduisante que nos complications et arguties si variées. Et j'ajoute, comment échapper aux flammes de l'enfer?
en sautant là où elles sont les plus hautes, les plus ardentes. Quel splendide adage à mettre en pratique. C'est là où nous sommes attendus, c'est là où ça se corse. Et pour clore, oui, ainsi que l'écrivait le 5e prieur de Chartreuse, je le cite, « Il n'est pour toi de plus grand labeur que de demeurer sans labeur, c'est-à-dire de délaisser toutes les vérités changeantes, sources de tous les labeurs. » Certes, je n'ai pas bassiné les deux promeneurs avec toute cette prose. Peut-être m'aurait-il perçu plus curieux encore, pour ne pas dire quelque peu foutraque, mais il n'est pas exclu que je le sois quelque peu, mais au moins m'auront-ils donné l'occasion de ces quelques lignes, et des lignes pour moi, c'est une occupation. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. L'auteur que je cite dans ce texte est François de Muison, et l'anecdote peut se trouver page 141-142 de son ouvrage paru aux éditions de la Nouvelle Cité. Je vous dis à bientôt peut-être, et dans ce cas, au revoir, bien avec vous, très cordialement. Merci encore de votre écoute.